Portez bien, on est vraiment très content de vous voir nombreux et nombreuses à cette première séance du colloque de l'Association des démographes en ligne. Alors, je suis Maude Pugliese, professeure à l'INRS et co-responsable cette année du colloque avec Simona Bignami. Je ne sais pas si elle est là, mais salut Simona si tu y es. Bienvenue. On a plusieurs séances, comme vous le savez, tout au long de la semaine et on vous invite à continuer à vous joindre à nous. Aujourd'hui, on débute avec une séance qui s'intitule Vieillissement, fragilité et isolement. Je vous présenterai son président dans une petite minute. Pour l'instant, je précise que la séance est enregistrée. Donc, vous allez pouvoir la consulter par la suite, mais ceux et celles qui ne désirent pas être sur l'enregistrement, tout simplement fermez votre caméra. Alors, sur ce, je vous présente M. Dominique Gagnon de l'Université de Montréal qui préside la séance. Et bonne séance. Bonjour tout le monde. Bon, mon petit nom en bas, ça ne fonctionne pas. Là. Je ne m'appelle pas Evelyne Tessier-Parent. Oui, je voudrais commencer par dire merci. Merci aux organisateurs. C'est très, très apprécié. Merci beaucoup à toutes les personnes qui vont présenter et à toutes les personnes aussi, les passionnés de démographie qui viennent participer cette semaine. C'est vraiment le fun. Donc, oui, je vais m'occuper de présenter la séance aujourd'hui sur le vieillissement. Je vais juste vous partager un petit quelque chose sur mon écran. Un petit peu share. Donc, aujourd'hui, on parle de vieillissement. Donc, je vais juste vous conter une petite anecdote. Là. Il y a quelques années, Yves Carrière, qui donne le cours de vieillissement au département de démographie, était parti en année sabbatique. Et puis, c'est Raphaël et moi qui avait donné le cours. Puis, la première chose que je disais à mes étudiants, c'était la chose la plus difficile dans ce cours-là, c'est de bien écrire le mot vieillissement. Donc, je vois que la personne qui a rédigé ici n'avait pas suivi mon cours. Vieillissement, ça prend 2 S. Donc, c'est vraiment un mot très difficile à écrire, mais bon. Donc, aujourd'hui, on va commencer la séance avec Magella Simard de l'Université de Moncton. Donc, Magella, qui est un passionné là, des villages en déclin. Donc, il va venir nous parler du Bas-Saint-Laurent en particulier. Salomé Valette, qui, je crois, est étudiante en études urbaines à l'INRS. J'ai fait un petit peu de recherche, mais elle va se présenter. Willy, malheureusement, ne présentera pas aujourd'hui. C'est dommage. Donc, ça va laisser un petit peu plus de temps à nos autres présentateurs là, pour exprimer leur recherche. Et puis, on va terminer avec Véronique Deslauriers, doctorante à l'Université de Montréal, qui va venir nous parler de je crois que c'est les résultats de son premier article. Là, donc, ça va être très intéressant aussi. Donc, je ferme mon share et je laisse Magella commencer sa présentation. Merci beaucoup, Magella. Oui, merci à toi, Dominique. Comme je t'ai dit, tu auras juste à m'arrêter quand viendra le moment. Bon, ça, je ne le retrouve plus. Hein. Elle est là pourtant. Vous ne la voyez pas, là, hein? Oui, on voit ton... Bon, OK, parfait. Bon, alors, oui, alors, je parle du vieillissement, fragilité et décroissance démographique au Bas-Saint-Laurent. Donc, mon plan va se dérouler comme suit. Je vais vous présenter la problématique, les objectifs, méthode d'analyse, cadrage théorique, analyse des résultats. J'ai fait une esquisse typologique, quelques mesures correctrices, une conclusion. Donc, comme vous pouvez voir, c'est une présentation en bonne et due forme, comme on en retrouve partout. Alors, donc, durant plusieurs années, l'accroissement naturel a servi de levier pour maintenir et augmenter la population du Québec en général et celle du Bas-Saint-Laurent en particulier, et ça même s'il y a eu un allongement de l'espérance de vie. Et la diminution des naissances conjuguée à l'augmentation du nombre de décès et à l'immigration ont contribué à changer la donne.
Alors, c'est la même problématique un peu partout au Québec, mais cette reconfiguration-là a affecté de manière particulière la région du Bas-Saint-Laurent. Alors, on sait que le Bas-Saint-Laurent a des caractéristiques géographiques particulières, donc l'éloignement par rapport au marché, la dispersion de la population, faible armature urbaine, petite taille démographique des localités. Et il y a sur le plan économique, il y a des disparités qui se maintiennent là, depuis de nombreuses années, notamment entre les milieux ruraux et urbains. Alors, tout ça a pour effet d'amplifier la fragilité démographique. Alors, cette fragilité-là s'exprime de nombreuses manières. La région a perdu plus de 35 000 personnes en l'espace entre 61 et 2016, 61 qui était l'année où la région a connu son apogée, ce qui a eu pour effet de diminuer son poids démographique par rapport à la province. Alors, c'est une diminution de presque de moitié par rapport à 1961. La région est en diminution constante depuis 1996. Dans la dernière période quinquennale, toutes les villes, sauf celle de Rimouski et de Rivière-du-Loup, ont été en décroissance démographique. Si on regarde la proportion des localités qui ont toujours été en décroissance démographique depuis 1986, mais il y en a près de 30% au Bas-Saint-Laurent, comparativement à un peu moins de 10% dans le cas du Québec. Si on regarde le nombre de localités qui est affecté par la décroissance par période quinquennale, bien, on constate qu'il y a une augmentation tout le temps. Alors, il y en avait 30, par exemple, entre 71 et 76, et au cours de la dernière période quinquennale, 55. L'accroissement naturel a été positif seulement à 4 reprises, en 2002 et 2020. Et le sol migratoire interne a été positif à 2 reprises seulement depuis 2001 et 2002. Entre 2001 et 2002 et 2019 et 2020, soit dit en passant, c'est les 2 dernières années où le Bas-Saint-Laurent a connu un sol migratoire positif. Alors, l'objectif de la communication, c'est de présenter la configuration spatiale des disparités territoriales en ce qui a trait au vieillissement, à la fois par le haut et par le bas dans la région du Bas-Saint-Laurent au cours entre 1986 et 2006, et de préciser les modalités de cette évolution-là en considérant différentes caractéristiques spatiales, mais aussi en lien avec la démographie et l'économie, et proposer quelques mesures correctives. Alors, la méthode d'analyse, donc l'analyse va porter sur les 99 localités du Bas-Saint-Laurent, 13 villes, 86 municipalités rurales. 2 méthodes ont servi à la présentation des résultats. Alors, une première, c'est une analyse typologique que je vais vous présenter, simple, concernant l'évolution du vieillissement. Une autre, c'est un indice typologique que j'ai construit à partir de l'état, en considérant 6 phénomènes démographiques. Alors, l'augmentation du nombre de personnes âgées, de jeunes, le vieillissement par le haut, le vieillissement par le bas, le rapport entre les 0-24 ans en 1986 par rapport aux 30-54 ans en 2016 et l'intensité de la décroissance démographique sur 30 ans. Alors donc, bon, je pense que je n'ai pas besoin de définir trop qu'est-ce que c'est la gérontocroissance et les causes et les effets. Là. Il y a plusieurs démographes parmi vous. Donc, l'espérance de vie, l'immigration des jeunes, décroissance démographique ont eu pour effet d'augmenter le nombre de personnes âgées et d'accélérer le vieillissement par le haut. Une fécondité et une natalité abaissée, comme c'est le cas dans le bas du Saint-Laurent, ont entraîné une diminution du nombre de jeunes et aussi une diminution de la proportion du nombre de jeunes qu'on appelle vieillissement par le bas. La fragilité démographique renvoie évidemment à une certaine forme de stagnation et même de déprise qui se matérialise par le dépeuplement des populations, vieillissement des natalités et immigration. En faisant une revue de la littérature, on constate que la décroissance apparaît plus englobante que la fragilité. Alors, et ce phénomène de décroissance-là a connu une certaine recrudescence dans la littérature depuis quelques années, notamment avec les travaux de Béal et Morel-Derrida en France. Bon, évidemment, il n'existe pas de définition qui fait l'unanimité concernant cette décroissance-là, mais évidemment, ça fait référence à des pertes qui sont différentes selon les contextes, selon leur intensité, selon les endroits aussi.
Alors, on parle ici de dépeuplement et d'un vieillissement accéléré, mais aussi d'un manque d'attractivité, de sous-emploi, d'érosion de services, d'affaiblissement du pouvoir politique, faiblesse des niveaux de revenus. Alors, c'est évidemment plusieurs symptômes dont souffrent certaines localités du Bas-Saint-Laurent. Et évidemment, à une échelle plus large, il y a des facteurs structurels qui sont liés à la mondialisation, à la nature et aux mécanismes d'économie, au contexte historique, à l'évolution des politiques gouvernementales aussi et à l'organisation de la structure de l'espace. À cela s'ajoutent des phénomènes conjoncturels. Donc, il s'ensuit un développement qui est inégal, dont les effets peuvent être endigués ou à tout le moins réduits en agissant sur les causes structurelles de ces déséquilibres. Alors, on pense par exemple à une stratégie d'aménagement du territoire, à une politique démographique ou encore à des plans de développement régional. Alors, le vieillissement par le haut, donc, si on regarde à l'échelle des régions administratives, le Bas-Saint-Laurent est la 3e région où le vieillissement par le haut s'est manifesté avec le plus d'acuité au cours de notre période à l'étude. Alors, vous voyez ici le peloton de tête étant tenu par la Gaspésie, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et il y a des disparités qui s'expriment évidemment entre les MRC qui sont moins criantes que celles du graphique précédent. Alors, on voit par exemple comme la MRC de la Matanie et des Basques sont les plus affectées, suivies de celles du Témiscouata, mais comme vous voyez, les changements d'une MRC à l'autre sont quand même pas si manifestes que ça. Si on jette les projecteurs sur un échelon géographique plus fin à l'échelle des localités, là, l'écart est extrêmement élevé. Alors, il y a un écart de 31,3 points entre la localité la plus vieillie, qui est Saint-Guy, et Sainte-Jeanne-d'Arc, qui est la moins. Mais à Sainte-Jeanne-d'Arc, il y a un phénomène assez particulier, c'est que les personnes âgées ont quitté la municipalité. Alors, il y a 20 personnes âgées de moins par rapport en 2016 par rapport à 86. Mais toutes les localités du Bas-Saint-Laurent sont touchées par le vieillissement par le haut. Alors ici, vous voyez, la carte l'exprime, mais j'ai identifié par leur toponyme les localités où l'évolution était supérieure à 20,1 points. Alors essentiellement, il s'agit des localités du Haut-Pays, Saint-Charles-Garnier, Sainte-Marguerite, Saint-Jean-de-Cherbourg, Trinité-des-Monts, Saint-Guy-Saint-Médard dans la MRC des Basques. Alors, il y a évidemment plusieurs corrélations que je ne regardera pas ici, mais en concernant, c'est-à-dire de relations, certaines relations linéaires. Plus les localités sont vieillies, plus elles ont tendance à être de petite taille démographique. On voit que leur tendance au dépeuplement est plus élevée aussi. Si on regarde au niveau des variables économiques, leur taux d'activité est beaucoup plus faible dans les localités qui vieillissent. Alors, même chose au niveau du taux de chômage qui est plus élevé. Et il y a aussi des relations linéaires à faire avec le revenu, alors qui est plus faible dans les localités plus vieillissantes. Même chose en ce qui concerne les transferts gouvernementaux aussi, qui semblent être plus élevés. Si on regarde le vieillissement par le bas, alors bien que le vieillissement par le bas tende à se concentrer au sein des régions périphériques du Québec, Montréal, en raison de son sol migratoire interprovincial qui est le plus souvent négatif, est aussi affecté. Et si on regarde à l'échelle du Bas-Saint-Laurent, qui est aussi affecté par le vieillissement par le bas, la région se trouve au 5e rang parmi les régions du Québec, la première étant celle de la Gaspésie, qui est le plus affectée. À l'échelle des MRC, encore une fois, les disparités sont moins fortes. Alors, la MRC Témiscouata, les Basques sont affectés particulièrement, suivis de la Matanie. Alors, vous voyez, ce sont souvent les mêmes MRC qui reviennent. C'était la même chose concernant le vieillissement par le haut aussi. Et il y a quand même 25 localités à l'échelle du Québec qui étaient exemptes du phénomène, mais au Bas-Saint-Laurent, toutes les localités sont affectées par un tel vieillissement. Alors, vous voyez, j'ai identifié par leur toponyme les Saint-Guy, Saint-Jean-de-Lande, Saint-Charles-Garnier,
qui sont les 3 municipalités dont l'évolution du nombre de la proportion des moins de 24 ans a été inférieure à moins 30,1 points. Encore une fois, il y a encore des relations linéaires à faire avec ce phénomène-là, que ce soit sur le plan démographique ou alors en lien avec des variables économiques ou encore à celle du niveau de revenu, ce qui permet, je pense, de confirmer des tendances structurelles lourdes. Alors, concernant l'échelle, la typologie que j'ai construite, alors j'ai considéré d'autres phénomènes, là, que, comme je vous le mentionnais en introduction, que le vieillissement par le haut et par le bas, dont la gérontocroissance, la juvénocroissance, le rapport des jeunes par rapport aux 35-54 en 2016, et l'intensité de la décroissance. Alors donc, grosso modo, pour chaque localité, j'accordais un indice partiel en fonction des différents phénomènes et c'est la sommation de ces indices-là qui ont donné un indice global qui a donné cette classification-ci. Alors, 12 localités sont en situation démographique que je considère comme étant extrêmement préoccupantes. 12 autres sont très préoccupantes, 47 préoccupantes, 15 qu'on pourrait dire sous surveillance et 13 dont la situation démographique n'est pas préoccupante. Alors, vous voyez, ce sont des localités ici dont les 24 sont en brun et en rouge, essentiellement des localités, encore une fois, du Haut-Plainy, à laquelle vient s'ajouter la municipalité de Grosse-Roche le long du littoral, dans la MRC de la Matanie. Alors, si on regarde brièvement les caractéristiques de ces municipalités, par exemple, dont la situation est extrêmement préoccupante, bien, elles ont perdu 44% de leur population. Plusieurs sont en décroissance démographique continue, donc c'est la moitié d'entre elles depuis 1986. Encore une fois, sur le plan des variables socio-économiques, elles maintiennent un faible taux d'activité, taux de chômage élevé. Alors, c'est le même type de problème. Ce qui m'amène à dire que… 2 minutes. 2 minutes, oui, il faudrait y accorder une attention particulière. Essentiellement, ce sont des localités qui ont été les dernières à avoir été colonisées. Et même si on ne peut pas dire qu'elles sont condamnées à l'avance, elles ont quand même perdu 7 622 personnes, près du tiers de la population en l'espace entre 1986 et 2016. Et à moyen terme, ça m'apparaît insoutenable. Donc, quand on regarde leurs problèmes géographiques, conjugués aux problèmes, je dirais, économiques, il y aurait moyen, je crois, de leur accorder un statut particulier, un peu au même titre que c'est vu accorder la MRC des Aides-Chemins, par exemple, en 2017, statut qui a été reconduit en 2019, où la MRC des Aides-Chemins a été considérée comme une zone prioritaire d'intervention. Alors, donc, je vais passer au niveau des mesures correctrices. Bien, évidemment, je pense que ça passe par l'élaboration d'une politique démographique. Et là, ici, il y aurait 3 niveaux à considérer. Donc, des politiques qui misent à destination des familles, une politique d'immigration, de régionalisation des migrations et d'attraction des migrants, et une maîtrise des flux migratoires qui se traduit par la recherche d'un sol positif. De façon plus globale, ces 3 outils-là devraient être intégrés les uns par rapport aux autres de manière à pouvoir atténuer les effets de ce vieillissement et de ce dépeuplement-là. Alors, je pense là, juste vous parler d'une autre politique qui m'apparaît importante, ça serait une stratégie d'aménagement du territoire. Et je sais que actuellement, le Québec travaille là-dessus, en tout cas pour ce qui est de la région de Montréal, plus particulièrement. Alors, il n'y a rien de nouveau vraiment là-dessus. Clermont-Auvergne en a souvent rappelé dans ses travaux. Parmi les solutions qui pourraient être mises de l'avant, c'est la confection pour chacune des MRC d'un schéma de cohérence territoriale
comme le fait la MRC d'Arthabasca, par exemple, réorganisation de l'infrastructure de services en milieu rural, renforcement de la nature urbaine, octroi d'un statut particulier aux petites villes du Bas-Saint-Laurent, élaboration d'une politique de création et diversification économique au sein des milieux les plus touchés par le vieillissement et le peuplement. Donc, en conclusion, très brièvement, on a vu que près des 3/4 des localités de la région qui présentent une situation démographique qui sont quand même inquiétantes. On peut se poser des questions sur la politique de développement régional qui a cours au Québec depuis les 55 dernières années. Alors, il y aurait lieu de revoir ça si on veut atteindre une certaine justice spatiale à l'échelle du territoire. Et je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Majella. Donc, j'invite ceux qui auraient des questions à lever votre petite main. J'en vois je vais vous prêter la parole. Je vais commencer avec Alain. Tu peux poser ta question, Alain. Excuse-moi, j'applaudissais tout simplement. Je n'ai pas de questions qui me viennent tout de suite de même, là, mais je peux saluer ce travail-là parce que, et là, c'est vraiment improvisé ce que je dis, mais ça ne l'est pas tout à fait parce que je viens moi-même d'une ville qui est fermée. Donc, je trouve ça très intéressant que quelqu'un travaille sur ce type de questions-là. Effectivement, on doit se demander comment va la politique de développement régional au Québec. Et je me demandais, tiens, vu qu'on improvise, qu'est-ce qu'on pourrait suggérer? Est-ce que ça demeure un vœu pieux ou est-ce qu'on peut pousser un peu plus loin le type des choses souhaitables qui pourraient être faites, notamment mettre un peu des villes leur donner un statut particulier? Est-ce que ça donne des résultats? Est-ce que ça permet de faire évoluer les choses les fois où on le fait ou ça ne change pas grand-chose? Enfin, voilà ma question. C'est une grosse question, c'est sûr, parce que on n'a pas. C'est difficile de voir ce qui s'est fait dans d'autres pays. La France a souvent une longueur d'avance sur nous en termes de tout ce qui concerne les questions d'aménagement du territoire, mais ils ont quand même une population qui est beaucoup moins dispersée. Pour regarder aussi les problèmes, je dirais, à l'échelle du Nouveau-Brunswick, sont encore plus probants que ce qu'on voit à l'échelle du Québec. Ce qui m'inquiète au Bas-Saint-Laurent, ces disparités-là sont fortes depuis plusieurs années. C'est sûr que quand on regarde sur le plan économique de façon globale, Rivière-du-Loup et Rimouski se tirent très bien l'épingle du jeu. Il y a eu une diversification économique très importante dans les deux villes. Rivière-du-Loup qui a consolidé sa mission industrielle, je dirais, et Rimouski qui, elle, s'est diversifiée avec l'océanographie et aussi tout ce qui concerne les biotechnologies marines, etc. Alors que les villes du haut pays traînent de l'arrière. Alors, je pense que il faut regarder de façon plus globale, je dirais, à la fois apporter des mesures particulières, que ce soit sur le plan démographique, sur le plan économique et en termes d'aménagement du territoire. Peut-être juste ce que je lisais, là, ce que j'ai depuis qu'on est en période de pandémie, et là, je ne veux pas non plus ouvrir un débat, on va sûrement en reparler dans le cadre du colloque. Il y a certains collègues, ou en tout cas, qui avancent comme si on se dessinerait un certain repeuplement des régions, les gens qui traitent des grands centres. On a observé ça, on l'observe dans l'échelle du Bas-Saint-Laurent, le sol migratoire est positif, mais ce qu'on regarde, ce que j'ai pu voir, c'est que c'est des localités qui sont situées proches des villes, dont en orbite des villes, ou celles qui sont près du fleuve, qui profitent de ces migrations-là. Et les localités rurales à problème depuis de nombreuses années, Trinité-des-Monts, Saint-Guy, Esprit-Saint, Saint-Médard, Saint-Jean-de-Cherbourg, Alouette, je ne suis pas convaincu qu'ils profitent de ces migrations-là. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? On m'informe aussi qu'on pourra reprendre des questions à la fin de la présentation, si jamais il y en a qui ont des flashs. Et Majella, à ce moment-là, pour répondre.
S'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir enchaîner avec la deuxième. Est-ce que Maud avait quelque chose à rajouter ou ça va? Non, OK. Donc, on peut enchaîner avec la deuxième présentation. Donc, je vais laisser Salomé prendre la parole et nous présenter ses résultats. Merci. Merci beaucoup, Magella. Parfait. Est-ce que tout le monde voit la présentation? Oui, ça va. Parfait. Génial. Donc, bonjour tout le monde, donc je m'appelle Salomé Valette et comme Dominique l'a mentionné au début, je suis un peu le mouton noir aujourd'hui. Je ne suis pas en démographie, mais plutôt donc en études urbaines, donc à l'Institut national de la recherche scientifique. Et je vais vous présenter en fait une partie des résultats de ma thèse qui porte donc autant sur le vieillissement de la population, mais beaucoup plus dans un point de vue en fait politique, puisque je m'intéresse à la participation politique et électorale des aînés dans les périphéries de Montréal. Et il y a tout un pan en fait de ma recherche qui traite également donc des représentations du vieillissement. Et donc c'est un peu ça que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, pour faire rapidement et pour faire court, en fait, je vais vous présenter de manière générale mon projet de recherche, mais surtout la méthodologie, en fait, qui me permet aujourd'hui de vous présenter les résultats. Je trouvais important aussi de vous présenter un peu mes participants et mes participants, donc surtout les caractéristiques sociodémographiques de ces derniers et dernières, et ensuite vous présenter donc les résultats. Donc, pour moi, c'est important quand même de le mentionner que je ne suis pas en démographie, donc je n'ai pas les grandes statistiques à vous présenter du tout. C'est vraiment en études urbaines parce que j'ai décidé de lier en fait deux domaines de recherche, c'est-à-dire la science politique, là où j'ai fait toutes mes études en fait de baccalauréat et de maîtrise, et également la gérontologie critique, puisque c'est là que j'ai appris par la suite à la maîtrise et qui m'a permis de m'intéresser en fait au vieillissement. Et c'est seulement une étude urbaine en fait qui nous permet de pouvoir lier ces deux domaines de recherche-là. Donc, du côté de la science politique, je vous dirais que c'est surtout de comprendre la participation politique, mais surtout la participation électorale à l'échelle municipale des personnes âgées de 65 ans et plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a très peu d'informations à l'échelle municipale. Peu d'informations en fait sur les élections, mais sur le comportement électoral. Donc oui, de cette tranche d'âge de la population, mais en fait de manière générale, donc pour tout le monde. On n'a pas en fait de profil électoral comme ça se fait à l'échelle provinciale ou fédérale. Et surtout aussi, c'est parce qu'on sait que plus on vieillit, plus on a tendance à aller voter. Donc ça, c'est de manière générale. Et pour l'échelle municipale, en fait, aux États-Unis et plus récemment au Québec, il y a des études qui ont démontré en fait que l'âge est déterminant pour les élections municipales. Il semble que l'électeur moyen soit un homme blanc, âgé en moyenne de 70 ans et étant propriétaire. Avec tous les éléments en fait liés à l'aménagement municipal dont je vais en venir, moi je me suis surtout questionnée à savoir si les représentations du vieillissement pouvaient avoir un impact en fait sur la participation et l'engagement communautaire des personnes âgées de 65 à 84 ans dans leur municipalité. Pour ce qui est en fait du domaine de la gérontologie critique, moi c'est surtout en fait dans le contexte du programme de santé publique des municipalités amies des aînés, donc aussi appelé MADA. Pourquoi? Parce que c'est un programme en fait qui a pour objectif de mettre en avant le vieillissement actif. Le vieillissement actif, pour faire court, en fait, ça cherche à promouvoir les activités, qu'elles soient physiques ou l'engagement communautaire également, mais aussi la mobilité en fait des personnes âgées, et ça dans l'optique en fait de réduire le coût lié aux problèmes de santé. Par contre, pour plusieurs gérontologues critiques, donc comme Buffel ou Joy plus récemment, ce concept-là du vieillissement actif est avant tout discriminatoire et stigmatisant aussi pour les aînés, pour les vieilles et pour les vieux et les vieilles en fait, simplement parce que certaines personnes ne peuvent simplement pas en fait s'engager. Pourquoi? Alors oui, ça peut être lié à des problèmes de santé, mais des problèmes de santé qui ont toujours été là dans leur vie et non seulement liés en fait à leur vieillissement. D'autres aussi sont trop occupés, donc soit parce qu'ils continuent en fait à travailler, hein, la pension sociale n'est pas excellente pour tout le monde, ou encore parce qu'ils sont aussi les proches aidants. Donc, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, la tranche d'âge des 65 à 84 ans, il y a beaucoup plus de baby boomers, qu'on appelle aussi donc la génération sandwich, hein. Ils s'occupent encore soit de leurs enfants et encore donc aussi de leurs parents comme proches aidants.
Et donc, même si ce n'est pas mis de l'avant, en fait, par le contexte moderne, parce que ce n'est pas le but principal de refléter des images négatives du vieillissement, ce concept du vieillissement actif-là, en fait, apporte des représentations sociales négatives du vieillissement. Pourquoi? Parce que ça démontre en fait que l'étape de la retraite, donc souvent qui est reflétée par une vieille personne, c'est lié à une étape dégradante et repoussante. Pourquoi? Parce que, alors oui, on a plus de problèmes de santé et également par le fait, en fait, qu'on n'est plus utile dans la société. On ne travaille plus, on n'est plus à l'emploi, donc on ne contribue plus à la société. Donc, ces constats-là, en fait, m'invitent aujourd'hui à vous présenter un peu les liens. Est-ce qu'il y a un lien donc entre les représentations sociales du vieillissement et l'engagement des aînés dans leur communauté? Donc, ma méthodologie, elle s'est faite en 2 étapes, mais jumelées, donc pas l'une après l'autre. Évidemment, la pandémie a changé quelque peu la structure de la collecte de données. J'ai fait autant des groupes de discussion que des entretiens individuels. Les entretiens individuels, aujourd'hui, je les mets de côté parce que j'ai surtout abordé les thématiques liées à la participation politique, donc les valeurs, les symboles, l'évolution et également l'histoire de leur engagement, alors que dans les groupes de discussion, j'ai vraiment porté une attention particulière au thème de la représentation sociale du vieillissement. Pourquoi seulement dans les groupes de discussion? Parce que je trouvais plus pertinent, en fait, de créer une discussion là-dessus et d'avoir une perspective, en fait, des différents participants et participantes autour de la table et vérifier, en fait, si les arguments donnés étaient homogènes ou en fait, totalement contradictoires. Donc, dans mes groupes de discussion, finalement, mes participants et participantes, on a réussi à atteindre une parité, donc assez 50-50. L'âge moyen est de 72 ans et près de 80 d'entre eux sont propriétaires, vivent avec leur conjoint ou leur conjointe ou pour certains d'entre eux seuls. Et pour la question donc liée à la santé, évidemment, je n'ai pas demandé par rapport à leur dossier médical ou quoi que ce soit, mais vraiment plus comment eux perçoivent leur propre santé. Donc, sans caractéristiques par rapport à leur métabolisme ou santé physique, mais santé générale. Et on voit quand même que pour la majorité d'entre eux, en fait, elle est soit excellente, soit en bon état, en fait. Donc, pour les résultats, aujourd'hui, je vais vous présenter 2 types de questions donc, qui vont me permettre de présenter 2 types de résultats. Donc, d'abord et avant tout, les définitions, en fait, que les participants et participantes offrent sur le vieillissement. Donc, c'est sorti un peu des questions pour vous, c'est quoi vieillir? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça implique dans votre quotidien? Et deuxièmement, donc sur les représentations, quelle image est véhiculée par la société lorsque l'on parle du vieillissement ou comment encore est-ce que le vieillissement est perçu également par la société? Donc, première étape, les définitions du vieillissement. Moi, la manière dont je les ai recueillies, c'est en 3 caractéristiques qui ne sont pas présentées en fait en ordre d'importance ici. Donc oui, la question de la santé est présente et elle a été mentionnée. Donc les contraintes liées à la santé qui peuvent être physiques ou métaboliques. Mais pour eux, en fait, la santé, pour eux et elles, pardon, la santé physique et métabolique, c'est pas le point le plus important en fait. C'est pas ce qui leur fait peur. Hein, comme un participant le mentionne, ça prend quelques pilules, mais après, finalement, tout va bien. On est capable de continuer. Lorsqu'on fait des activités, on a besoin de plus de repos, plus de récupération, mais ça ne nous empêche pas, en fait, de faire des activités physiques ou un engagement quelconque. Ce qui est surtout à craindre pour les participants et participantes, c'est la perte de leur capacité intellectuelle. Ils ont peur, en fait, de devenir un poids pour leur entourage, de perdre leur autonomie, de perdre leur connaissance et c'est vraiment ça, en fait, qui les perturbe le plus. Par contre, pour les participants, et là, je mentionne vraiment les participants hommes, puisque ce sont les seuls à avoir fait cette caractéristique-là, il y a une différence entre le vieillissement du corps et le vieillissement de l'esprit. Pour eux, l'esprit est toujours jeune. Ils ont toujours 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais c'est le corps, en fait, qui va démontrer le vieillissement, qui va démontrer les signes de l'âge, qui va démontrer, en fait, un peu le ralentissement ou les nécessités métaboliques là-dessus. Mais donc, il y a quand même une différence qu'ils font entre leur capacité intellectuelle et leur vision, en fait, de l'esprit, du fait que le vieillissement, c'est seulement sur le corps. Dans l'esprit, ils sont toujours jeunes, en fait.
Un deuxième point mentionné, c'est les confrontations, principalement avec les plus jeunes générations. Moi, ils m'ont surtout mentionné, en fait, les adolescents d'aujourd'hui qui pourraient être leurs petits-enfants, en fait. Donc, ils ont l'impression qu'ils ont toujours besoin, d'argumenter, de présenter leurs idées et ce, des 2 côtés, en fait, mais qu'il y a pas de juste milieu, qu'à chaque fois, il y a toujours une confrontation dans les idées. Moi, ce qui m'a été mentionné, évidemment, c'est souvent lié à l'environnement, hein, qu'eux-mêmes se font mettre, la faute, qui sont la génération qui malheureusement ont fait le plus, de mal pour l'environnement. Et pour certains participants et participantes, ça peut peut-être être expliqué par le fait de la famille nucléaire, que les grands-parents ne sont plus à la maison, ne vivent plus avec leurs petits-enfants et donc ne sont plus là, en fait, dans la transmission des idées au quotidien, comme c'était le cas pour eux, lorsque eux-mêmes vivaient finalement avec leurs parents et leurs propres grands-parents. Évidemment, ils sont conscients que d'une manière ou d'une autre, il y a certains sujets qui ne peuvent être expliqués par la famille nucléaire, mais du moins, ça permettrait un certain respect, des idées s'il y avait, toujours cette continuité-là, en fait, de vivre avec les grands-parents. Et la troisième caractéristique des définitions du vieillissement mentionnées, c'est le fait que c'est simplement une étape de la vie, une étape qui est présentée donc par la retraite. Et là, certains ont présenté ça un peu sous forme de l'humour. Donc, est-ce qu'on devient vieux à partir du moment qu'on est à la retraite ou au contraire, c'est la retraite qui fait qu'on devient vieux? Donc, vraiment, toute la question pour eux un peu philosophique de, oui, bon, à partir de quand finalement on est vieux? À partir de quel âge est-ce qu'on devient vieux? Mais c'est surtout un moment, en fait, qui est privilégié pour eux. C'est lié à une certaine liberté, liberté de ne plus avoir de responsabilités donc professionnelles. Les enfants sont relativement grands, donc même s'ils sont encore là pour s'occuper d'eux de manière générale, ils sont assez autonomes. Mais surtout, en fait, la liberté de pouvoir faire ses propres choix dans les activités qu'ils vont exercer. Pour d'autres, évidemment, ce choix-là est quand même difficile à faire. Certains trouvent difficile, en fait, l'arrivée à la retraite puisque c'est le moment de modérer, son travail, le moment de relâcher un peu, alors qu'eux, c'est pas ce qu'ils veulent. Ils veulent continuer, en fait, à travailler et ça va être les premiers à répondre à quelqu'un qui va leur proposer: «J'ai besoin de toi pour quelque chose cette fin de semaine. Est-ce que tu peux venir m'aider?» «Oui, absolument, je vais venir, ça va me faire plaisir». Et ça se reflète beaucoup, en fait, dans leur engagement communautaire et politique. Sur les 29 participants que j'ai eus, 22 étaient déjà engagés, avant de prendre leur retraite. Mais, à l'heure d'aujourd'hui, donc sur les 29 en fait étaient engagés après leur retraite. Donc soit ils ont commencé un engagement, soit en fait ils ont continué et même accumulé un engagement. Donc ça peut être autant dans le cercle d'infirmières, la FADOC, être directeur de scrutin et ce à différentes échelles de gouvernement, ou encore vice-président ou président d'associations et d'organismes. Pour eux aussi, donc, c'est important, c'est valorisant en fait de participer et de s'engager pour leur communauté parce que justement, ils ont l'impression d'avoir une place encore et de pouvoir démontrer leur savoir-faire, leur expérience accumulée avec leur temps et de pouvoir le partager avec les autres. Et ils ont aussi l'impression en fait que c'est pas seulement donc pour eux, pour les jeunes ou pour les autres, mais c'est surtout en fait pour des gens qui ont le même âge qu'eux, voire un peu plus vieux, mais qui ne peuvent pas participer ou qui ont vraiment des besoins particuliers et donc c'est eux-mêmes qui peuvent les aider. C'est un temps aussi précieux pour eux de pouvoir s'engager. Ça leur permet finalement de ne pas s'ennuyer dans la vie de tous les jours. Ils ont le temps, donc autant s'engager. Et ce qui est particulier, c'est que certains ne vont pas s'engager seulement dans une ou deux associations ou organismes, mais plutôt dans 3, 4, voire certains dans 5 organismes. Donc, ils finissent finalement leur semaine à avoir des 40 heures à donner en engagement communautaire. Donc, ils commencent en mentionnant qu'ils ont le temps, mais finalement, lorsqu'on demande un peu plus tard pourquoi est-ce que vous n'allez pas à la bibliothèque, pourquoi est-ce que vous ne profitez pas en fait des parcs de la ville, ah ben vous savez, madame, j'ai pas le temps en fait, je suis trop dans mon bénévolat. Donc ça, ce qui est 2 intéressant aussi. minutes. Parfait, merci. Pour ce qui est des autres types de résultats, en fait, donc par rapport aux représentation du vieillissement, ce qui a été mentionné dans 2 des groupes de discussion, c'est des termes qu'on utilise souvent, en fait, même entre nous pour parler. Donc le terme personne âgée et aîné sont vraiment, des mots qui les offusquent beaucoup. Pourquoi? Parce que personne âgée, pour eux, c'est grammaticalement mauvais. C'est comme si qu'il manquait, en fait, un reste de phrase, hein. On va parler, en fait, des personnes âgées entre 65 et 85 ans, 65 ans et plus, comme on pourrait également parler des
personnes âgées entre 18 ans et 35 ans. Aîné, pour eux, c'est que ça peut être reflété pour tout le monde. Hein. Ils sont l'aîné de la société, mais en même temps, je suis l'aîné de mon frère et ma grande sœur est mon aîné. Donc pour eux, c'est vraiment un terme qui ne se justifie pas en fait à leur propre personne. Eux-mêmes se définissent comme étant des vieux et des vieilles, et donc c'est pour ça que depuis le début, j'essaye d'utiliser un peu ces termes-là, parce que c'est pas négatif à utiliser, c'est ce qu'ils sont. Il y a les jeunes dans la société, il y a les vieux, il y a les vieilles, et c'est ce qu'ils sont, donc ils préfèrent utiliser ce terme-là. Un autre concept qu'on utilise aussi souvent, c'est le vieillissement de la population. Donc, évidemment, là, je n'ai pas de solution à offrir pour changer ce terme-là. Mais vieillissement de la population, c'est rare qu'on va l'utiliser d'un point de vue positif. Par exemple, on va rarement dire le vieillissement de la population apporte davantage de bénévoles. On va plutôt parler du vieillissement de la population comme étant négatif, du fait que le vieillissement de la population apporte des problèmes de santé, apporte des coûts face à la santé, etc. Donc, pour eux, vraiment, le concept du vieillissement de la population serait à modifier ou du moins serait à améliorer pour limiter ce sentiment, en fait, d'être un poids économique dans la société. Pour d'autres encore, il y a aussi donc le fait que la société évacue l'image que les vieux et les vieilles sont rendus inutiles, que en fait la société oublie complètement qu'ils et elles ont contribué dans leur société tout au long de leur vie par leur emploi, par l'éducation de leur famille, pour leur entourage, mais encore aujourd'hui en fait comme bénévoles et comme proches aidants. Et pour d'autres encore, et ça reflète un peu ce qu'un participant mentionnait donc par rapport au corps et à l'esprit, le fait que le vieillissement, eux, ils ne le remarquent pas, mais c'est vraiment dans le regard de l'autre. On vieillit parce que les autres nous voient comme vieux. On peut le voir aussi avec la dernière année et le COVID, lorsqu'on parle du vieillissement des vieux et des vieilles, c'est par rapport à leur santé, encore une fois, mais non vraiment comme la personne qu'ils sont. Donc, pour conclure, est-ce qu'il existe un lien en fait entre les représentations du vieillissement et l'engagement? Moi, je pense que oui. Par contre, à l'inverse du concept du vieillissement actif qui exprime qu'il faut apporter des activités aux aînés pour contrer les problèmes de santé, c'est complètement différent en fait du point de vue des vieux et des vieilles. En fait, c'est complètement différent pour eux, l'engagement qu'ils font dans leur communauté, que ce soit politique, communautaire, sociale, culturelle et nommez-les. Pour eux, c'est vraiment le fait de se sentir utile dans leur communauté, de démontrer qu'ils ont encore une place et qu'ils peuvent toujours être utiles, donc de ne pas être un poids dans leur société. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Salomé, pour cette approche qu'on ne voit pas souvent là, dans nos congrès sur une approche plus psychosociale. C'est très intéressant. Est-ce qu'il y a des personnes qui avaient des questions? Est-ce que Nadine applaudit ou elle veut poser une question? C'était qu'un applaudissement. Ah, d'accord. Ah, je vois Magella qui a une question, par contre. Tu peux y aller, Magella? Oh, il faudrait mettre votre micro. Tu es sur mute. Oui, désolé. Comme je vous dis, je suis plus habitué avec Teams. D'abord, je te félicite, Salomé, pour ta communication. Il y a beaucoup de choses que tu as dites qui reviennent dans mes propres travaux parce que je travaille sur les municipalités MADA depuis quelques années. J'aurais voulu t'entendre un peu parler davantage de l'engagement communautaire. Quand tu dis qu'il y a des personnes âgées qui sont impliquées jusqu'à 5 à 6 organismes, moi, ça revient énormément aussi dans les entrevues que j'ai menées l'année passée. Et ce que je constate, ce qui m'a énormément surpris, c'est ce qui ne me surprend pas, c'est-à-dire ce qui revient tout le temps, c'est un peu ce que j'appelle le syndrome du TLM, toujours les mêmes qui s'impliquent. Ça crée comme j'ai l'impression que ça crée comme une espèce de démobilisation sur le plan communautaire. Cette surcharge de travail-là. Et je l'ai observé autant en milieu urbain qu'en milieu rural. C'est ça qui est... J'aimerais savoir si tu as constaté ça, toi également, je dirais, cette forme de démobilisation-là due à une surcharge de travail, une surcharge d'implication sur le plan communautaire. Merci. Alors, oui, effectivement, je pense que toujours les mêmes est effectivement vrai.
surtout à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, moi, j'ai travaillé sur 3 municipalités, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Eustache et Repentigny, pour vraiment voir le côté plus la périphérie de Montréal et le côté des banlieues, en fait. À Saint-Jean-sur-Richelieu, en fait, les participants de mes groupes de discussion, c'était déjà des participants dans des groupes communautaires. Hein. Donc, ils étaient là depuis des années. Tous se connaissaient, ce qui fait que la discussion aussi était riche parce qu'ils étaient en mesure pratiquement de répondre pour l'autre. Ah oui, mais toi, tu fais ça aussi? Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, je suis là-dessus. Par contre, moi, ce que j'ai surtout remarqué, c'est il y a un seul de mes participants qui m'a mentionné, si je quitte le comité de dépannage est fini. Parce que plusieurs me l'ont dit, si tu quittes, comment on va faire pour le reprendre? C'est toi le coordonnateur, tout ça. Donc lui, ce qu'il a mis en place finalement, c'est de créer des sous-comités pour justement se dire, dans quelques années, si vraiment il va falloir que je quitte, ben, au moins on partira pas de nulle part. Pour les autres, en fait, j'ai pas ressenti le fait qu'il y avait un poids sur leurs épaules de devoir continuer à être bénévole dans l'organisme. C'était surtout de dire, j'ai commencé là, puis finalement, cet organisme-là m'a permis de voir que j'étais intéressée par les arts aussi. Peut-être que je pourrais faire quelque chose pour le théâtre. Puis, vous le savez, d'être bénévole pour le théâtre, ça me permet aussi d'avoir des billets gratuits une fois de temps en temps. Donc, il y a vraiment le rapport rapprochement donner pour recevoir aussi. Donc, je donne, mais en même temps, je reçois aussi. Ça me fait du bien. Évidemment, là, moi, ceux qui ont participé à près de 5 organismes, ce n'est pas la majorité. C'est plus la minorité d'entre eux. Je dirais que la majorité de mes 29 participants de groupes de discussion, c'est surtout entre 2 et 3 organismes. Puis à chaque fois, en fait, c'est le même intérêt qui est lié là-dessus. Donc, que ce soit un organisme lié à la santé, les 2 autres, ça va être sur la santé aussi. Si c'est culturel, ça va être culturel aussi. Si c'est politique, ça va être politique aussi. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant aussi, en fait, parce que moi, je m'attendais surtout à ce qui est un peu un champ d'horizon d'organismes touchés. Finalement, non, c'est toujours dans les mêmes intérêts. Alain? Bon, eh bien, je voudrais te féliciter, premièrement, d'affronter les démographes, alors que, tu l'as dit toi-même, tu es en études urbaines, puis beaucoup plus dans des recherches de nature qualitative que nous, on peut l'être souvent. J'ai 2 remarques à faire. Une première, ce que je trouve vraiment peut-être ironique, c'est le fait que les vieux ne veulent pas se faire appeler aînés puis personnes âgées, alors qu'on a créé ces termes-là, il me semble, comme pour ne pas avoir une connotation négative en disant les vieux. C'est quand même, on dirait qu'on revient, comme disent les Américains, full circle, puis on revient à ce que, parce qu'on a toujours appelé les vieux, sauf peut-être depuis 30 ans ou 40 ans où on a commencé à être plus sensible aux mots qu'on mettait sur les personnes, surtout. L'autre est peut-être plus une remarque, là, c'est la question de baby boomers puis de génération sandwich. Là, je pense que tu les as associés. Il ne faut pas, parce que la génération sandwich, ce n'est pas une génération, c'est une période au cours de la vie où, généralement, les femmes s'occupent à la fois d'enfants et de leurs parents vieillissants. Mais cette période-là, au cours de la vie, je pense qu'elle se déplace un peu plus. Là. Les enfants, on les a de plus en plus tard, puis nos parents vivent de plus en plus longtemps. Fait que peut-être que ce n'est pas comme à 40 ans, lorsque le concept a été créé au début des années 80, mais maintenant à 50 ans, que ça se produit, la période de génération sandwich, la période où on est pris à s'occuper à la fois de nos parents puis de nos enfants qui ont encore besoin de notre aide. Mais ce n'est pas une génération. Une génération, c'est autre chose. Là. Les baby boomers, c'est une génération, mais ils ont été un problème quand ils sont arrivés à l'école, ils ont été un problème quand ils ont commencé à travailler, ils sont maintenant un problème master qui vont être à retraite, puis ils vont être encore un plus gros problème quand ils vont être vieux et malades. Mais ça se passe toute la gang en même temps quand ils arrivent à des âges critiques où il se passe des choses dans la vie. Donc, il ne faut pas associer baby boomers puis génération sandwich. Probablement plus maintenant. Là. Je pense que les baby boomers s'approchent de plus en plus
la tranche de pain sur le dessus de la sandwich, là. Puis, ben, ça, c'était ma remarque principale, disons. Mais Parfait, mais j'ai je vais pas prendre ça en vraiment de note, par questions. contre, hein. Je vais prendre ça en note parce que forcément, ça peut être une critique à ma thèse. Donc, je le prends vraiment en note. Puis, oui, effectivement, les termes à éviter, moi aussi, j'ai été quand même surprise et en même temps, plus ou moins. Mes parents, c'est drôle, mais c'est peut-être parce que c'est tout à fait... je ne sais pas comment dire ça, mais banalisé finalement chez moi. Mais mes parents, ça a toujours été les vieux de la famille, puis nous, ça a toujours été les jeunes. Donc finalement, je pense que c'est resté comme ça. Mais de le voir qu'il y en avait d'autres qui le considéraient aussi comme ça, effectivement, c'est particulier. Et je trouve que c'est même difficile, en fait, aujourd'hui, de modifier ces termes-là. Donc, personne âgée, je comprends. D'ajouter, en fait, la catégorie d'âge à côté, je peux comprendre. Aîné, c'est plus difficile. C'est plus difficile parce que je pense que socialement parlant, évidemment, c'est le côté peut-être moins stigmatisant. Mais pour eux, en fait, aîné, ça signifie absolument rien. C'est vraiment, ils sont les aînés de la société, comme je suis l'aîné de mon petit frère, et c'est tout. Mais j'ai pas de piste de solution, par contre, là-dessus. Donc, c'est peut-être, comme vous le mentionnez, hein, les baby boomers sont le problème. Ben, c'est peut-être eux, en fait, qui ont le problème avec ces définitions-là. C'est vrai. C'est vrai, c'est générationnel, certainement. Je pense que... Voilà, peut-être. Merci. Est-ce que Barbara, tu avais une question? Oui, non, c'est juste un commentaire. Je suis à Statistique Canada, puis j'ai appris il y a peut-être 2 semaines ou 3 semaines, je ne me souviens plus, qu'on allait graduellement remplacer le terme aîné par personne âgée. Fait que je voulais juste partager cette information-là. C'est intéressant. Merci. Donc, il n'y a pas d'autres mains levées. On va pouvoir enchaîner avec la dernière présentation pour ce matin. Donc, je te laisse la parole, Véronique. Merci. Merci. Est-ce que vous voyez? Oui, c'est bon. OK, merci. Je vais juste commencer, avant de débuter ma présentation, par un mini avertissement. Là, Moi, je suis due pour accoucher dans les prochaines semaines, donc imminemment, et je manque d'air régulièrement quand je parle plus de 10 minutes. Donc, si vous me voyez essouffler, là, tout est sous contrôle. Il ne devrait pas avoir de problème majeur. Je pensais que tu allais dire je devrais accoucher dans les prochaines secondes. Pas dans les prochaines minutes. Okay. On devrait avoir 15 minutes devant nous. Donc, bonjour tout le monde. Je m'appelle Véronique Deslauriers. Je suis candidate au doctorat en démographie à l'Université de Montréal. Puis aujourd'hui, ma présentation s'intitule « Comprendre l'isolement social en milieu rural sénégalais à l'aide de méthodes mixtes séquentielles exploratoires ». Donc, Dominique l'avait mentionné là, un peu tantôt, c'est oui des résultats issus de mon premier article, mais aussi du début du second. Donc, j'ai combiné un peu les informations pour essayer d'avoir plus de profondeur dans ce que je vous présentais. Donc, d'abord, commencer avec un peu là, pourquoi on devrait étudier l'isolement social en Afrique subsaharienne. On sait que c'est un sujet qui est largement abordé dans les pays industrialisés. Donc, essentiellement, pour le moment, là, la littérature se base sur l'expérience de l'isolement des aînés dans les pays industrialisés. Donc, je ne vais pas employer le terme occidentaux parce qu'on a aussi une littérature de plus en plus importante sur l'isolement dans les pays aussi asiatiques. Mais c'est vraiment différent là, du contexte d'Afrique subsaharienne qui nous intéresse aujourd'hui, dans lequel justement l'organisation sociale va être basée sur la parenté, puis les réseaux les réseaux de proximité, systèmes de protection sont basés sur l'entraide informelle. Donc, quand moi je vais parler d'isolement social aujourd'hui, bien naturellement, intuitivement, là, tout le monde a un peu une idée de quoi on parle. Mais moi, je me positionne aussi par rapport au fait que l'isolement social va surtout être défini en termes de manque de relations sociales significatives. Et donc, la dimension significative va référer beaucoup à la disponibilité du support social. Donc, ça, c'est le premier élément, là, parce que les contextes dans lesquels on va étudier le phénomène sont diamétralement opposés. Là, ça prend vraiment une approche contextualisée. Puis, également, là, en l'absence de soutien étatique, bien, finalement, se retrouver dépourvu de soutien social, ça va rendre particulièrement vulnérables les individus en termes de santé ou de bien-être.
Donc aujourd'hui, les objectifs, ça va être de comprendre les formes que prend l'isolement social chez les Sérères du Sine au Sénégal. Donc, je me concentre vraiment sur ce groupe ethnique-là. Et dans un deuxième temps, ça va être de développer une typologie des réseaux sociaux qui vont nous permettre justement de cerner les contours du profil des isolés. Donc, ces deux objectifs-là, vraiment, sont à la source, dans le fond, de cette méthode, des méthodes mixtes que j'ai développées, que j'ai employées pour ma thèse. Donc, une méthodologie mixte, là, je vous ai mis juste l'image pour vous montrer que, dans le fond, le principe de la méthodologie mixte, en fait, l'idée, c'est que chacun des types de données qu'on va employer ou chacune des méthodes qu'on va employer vont être sollicitées pour leur force et pour combler les lacunes de l'autre méthode qu'on emploie. Et pourquoi j'appelle ça séquentiel exploratoire, c'est que dans le fond, c'est vraiment dans le cadre de ma thèse que ça va être la méthodologie mixte séquentielle exploratoire. Ce que je vous présente aujourd'hui, ça va être mix exploratoire, mais dans la séquence, vraiment, il faudrait que je présente l'ensemble des résultats de ma thèse. Donc, le principe de la méthodologie mixte, c'est qu'il faut qu'il y ait des points d'intégration entre les données ou entre les méthodes de collecte de données. Et donc, moi, mon intégration va se passer vraiment entre le moment où je vais collecter et analyser mes données qualitatives et l'interprétation que je vais en faire va me servir finalement à choisir des indicateurs quantitatifs qui vont me servir pour développer ma typologie de réseaux sociaux. Donc, le contexte dans lequel on se place là aujourd'hui pour ce projet de recherche, donc on est au Sénégal, plus précisément dans un milieu rural, dans une zone qui s'appelle Niara. Donc, on est dans un contexte vraiment une population jeune avec un accroissement naturel important. On a des réseaux sociaux qui sont très denses. La majorité des interactions sociales vont se passer dans la proximité. Donc, même si de plus en plus, là, on observe beaucoup de migrations internes répondant là, à différents enjeux contemporains là, dans ces régions-là, la majorité des interactions et des gens qui font partie des réseaux sociaux sont à l'intérieur du village même dans lequel résident, dans le fond, les participants à l'étude. Donc, je vais vous présenter dans un premier temps là, le volet qualitatif de cette méthode mixte. Donc, moi, j'ai fait une collecte de données qualitatives entre septembre et novembre 2019. Donc, ce que j'ai fait 28 entretiens individuels semi-dirigés avec des individus que j'avais identifiés préalablement comme étant isolés à partir, en fait, d'une enquête de réseaux sociaux quantitative que je vous présente dans la diapo suivante. Donc, l'idée de cette collecte-là, c'était vraiment de comprendre comment ça se manifeste l'isolement social dans ce contexte-là, à quoi ça ressemble, comment on fait pour dire que quelqu'un est isolé dans ce contexte-là. Donc, c'est ce que j'ai fait avec ces 28 entretiens individuels. J'ai aussi fait des entrevues informelles avec des informateurs clés. Donc, on parle des gens qui travaillaient dans la zone de Niara ou avec des boutiquiers, avec des enseignants, avec des personnages plus clés du milieu à l'étude et aussi des notes d'observation du terrain. J'ai aussi ajouté à ça le contenu de 24 entretiens individuels qui ont été réalisés en 2007 par le chercheur principal du projet de réseaux sociaux dont je m'apprête à vous parler dans quelques minutes. Et ce contenu-là, en fait, a été utilisé vraiment pour comprendre la société de solidarité dans laquelle on se trouve, les principes de socialisation, les types d'interactions sociales qui avaient lieu. Donc, c'était vraiment pour enrichir ma collecte de données que j'avais fait en 2019. Et donc, j'ai procédé à une analyse thématique réflexive pour analyser ces données-là. Pour le volet quantitatif, donc ça, c'est l'enquête de réseaux sociaux dont je vous ai parlé il y a quelques secondes, donc le Niara Social Network and Health Project. Donc, c'est vraiment une enquête de réseaux sociaux qui, dans un de ses volets, en fait, avait pour objectif de recenser l'ensemble des interactions sociales à l'intérieur d'un seul village. Donc, il y a les 1307 individus âgés de 16 ans et plus qui résidaient dans ce village-là ont été enquêtés dans l'objectif de connaître l'ensemble des relations sociales qu'ils entretenaient à l'intérieur de ce village-là. Et donc, moi, c'est ces données-là que j'ai utilisées, les données quantitatives de réseau que j'ai utilisées pour développer ma typologie. Et pour développer cette typologie, j'ai fait une analyse de profil latent avec M+.
Donc, pour commencer avec les résultats, donc commençons avec les résultats qualitatifs. Pardon. Donc, ces résultats-là nous servent en fait à cerner c'est quoi l'isolement. Et c'est à partir de ces informations-là que j'ai pu développer mes hypothèses sur les indicateurs à choisir pour ma typologie. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce contexte-là, comme je vous ai dit, le système de protection sociale est très différent de ce qu'on connaît ici. Donc, on va dire que le système d'assurance informelle exerce une pression normative à contribuer. Donc, le système de protection sociale, dans ce contexte-là, c'est vraiment basé sur une organisation sociale basée sur la famille, sur la proximité, sur le voisinage. Et, dans le fond, ça offre une protection, mais ça entraîne aussi une obligation morale à participer. Donc, ce que j'ai observé dans ces données-là, dans le fond, c'est que la précarité financière va vraiment agir comme un vecteur de mise à l'écart des réseaux de solidarité. Et donc, ça, c'est vraiment clé dans l'identification de l'isolement, c'est que le fait d'avoir moins de moyens et que finalement, les gens savent que toi, si tu te fais aider, tu auras beaucoup de difficultés à pouvoir rendre l'appareil éventuellement, bien, ça crée une sorte d'exclusion. Donc, l'incapacité à contribuer au système d'assurance informelle va entraîner un double effet. Donc, d'abord, un auto-retrait et après, il va aussi avoir, bien, pas dans la temporalité, mais il va également avoir une exclusion de la part des résidents du village. Ce qui a été nommé le plus souvent, en fait, c'est que les gens qui ne sont pas capables de répondre à cette attente-là de réciprocité ou de contre-don, disons, vont avoir vraiment honte et ils vont craindre, en fait, pour leur réputation au sein du village. Parce que, dans le fond, dans ce contexte-là, il n'y a pas de moyens coercitifs pour assurer que les gens vont rendre la réciprocité du support. Donc, la réputation va vraiment agir comme un mécanisme d'assurance. Donc, c'est pour ça que les gens qui sont dans l'incapacité de le faire vont se retirer, disons, vont se mettre un peu en retrait. Et aussi, bien, sachant qu'ils représentent, entre guillemets, là, une menace à ce système de protection sociale-là, les autres résidents du village vont les exclure de ces réseaux-là. Maintenant, ce qui peut paraître assez paradoxal, c'est que malgré ça, les isolés, on va dire qu'ils vont maintenir des relations sociales denses et fréquentes, mais que vraiment l'aspect fort de leur isolement, c'est qu'ils vont être inscrits ils vont avoir une inscription faible dans les réseaux de soutien. Donc, c'est pour ça que quand je suis arrivée dans le village, je n'avais pas l'impression, tu ne vas pas voir des gens qui sont stigmatisés physiquement ou dans leur résidence. Il n'y a pas tellement de monde qui habite seul dans leur concession ou dans leur milieu de résidence. Mais tu sais, à cause que les relations sont les plus fréquentes avec les voisins, avec la famille, géographiquement, les concessions sont à proximité également. Donc, ton isolement va vraiment se manifester par le fait que, bon, les gens vont avoir plus ou moins une bonne impression ou des bons mots pour toi, mais quand même, tu vas continuer à toujours discuter avec tes voisins. Le mode de consommation aussi fait en sorte que tes interactions sont quotidiennes. Donc, ça, c'était assez intéressant de constater ça, finalement, que tu continues à maintenir tes relations. Puis c'est une espèce de stratégie aussi qui avait été documentée là, déjà dans la littérature qu'on appelait on va essayer de demeurer visible. Donc, on essaie de rester un peu à proximité de tout le monde sans nécessairement savoir qu'on entretient des relations réciproques en termes de qualité, mais on essaie de rester là, dans notre cercle malgré tout, parce que ça peut représenter éventuellement peut-être une stratégie là, pour réintégrer ce réseau-là éventuellement. Sinon, on peut aussi être jugé, on peut aussi être perçu comme avoir des comportements antisociaux si on décide vraiment de se retirer au complet et de ne plus parler avec personne. Cet aspect-là, justement, de qualité des relations puis de peur d'atteinte à notre réputation a fait en sorte que, bien, on va continuer à garder nos relations avec notre entourage de proximité, mais quand on a besoin d'aide, finalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller mobiliser notre réseau de soutien qui est à l'extérieur du village. Donc, ça nous empêche, en fait, de devenir un peu l'objet de commérages ou de discussions ou de rumeurs au sein du village, parce que comme ça, on n'a pas besoin de dire à personne. Bon, naturellement, ça paraît, hein, parce que la précarité financière là, des individus isolés est assez forte, assez importante. Tu peux le constater là, visuellement, mais c'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'en parler. Donc, tu vas aller à l'extérieur pour demander soit des enfants qui sont en ville pour aller travailler, soit
une femme qui a migré au village, elle va solliciter sa famille d'origine dans son village d'origine pour avoir du soutien. Donc, c'est une façon que les isolés vont réussir à combler leurs besoins, malgré le fait que, justement, ils sont isolés dans leur milieu de résidence. Donc, ça, c'était vraiment le cœur des résultats qualitatifs. Puis c'est à partir de ça que j'ai en fait extrapolé un peu l'analyse pour identifier 3 dimensions de l'isolement social. Donc, inscription dans les réseaux d'entraide, qualité des relations sociales et structure du réseau social. En dessous de ça, j'ai sélectionné une quinzaine de variables qui faisaient partie de l'enquête de réseau social dont je vous ai parlé tantôt et qui nous a permis justement de développer cette typologie. Donc, par exemple, au niveau de l'inscription dans les réseaux d'entraide, on a une variable qui va nous informer sur la proportion de soutien qui est procurée par la famille nucléaire ou étendue. J'ai distingué aussi beaucoup entre le support financier ou le support non financier, parce que ça aussi, c'était une dimension qui avait été... Oui, 2 minutes. Merci. Qui avait une dimension qui avait été mentionnée là, dans le cadre des entretiens. Par exemple, si on sait qu'on n'a pas de moyens financiers pour contribuer aux fêtes du village ou aux besoins des gens dans notre entourage, on va plutôt se proposer pour aller faire des tâches ménagères ou pour offrir d'autres types de soutien que le soutien financier. Comme ça, justement, on demeure visible et on essaie de continuer à contribuer au village. Qualité des relations sociales aussi. Ça, c'est vraiment intéressant. Bon, on pourra peut-être en parler plus dans les questions tantôt, mais c'est rare que dans le développement de mesures d'isolement social, même ici ou dans les recherches des pays industrialisés, c'est rare qu'on va avoir ce genre d'indicateur-là qui va pouvoir nous permettre de mesurer non seulement la quantité de support ou la taille du réseau, la quantité de relations, mais aussi l'appréciation, la qualité vraiment des relations qui sont entretenues. Et finalement, pour la structure des réseaux, j'ai distingué entre la proportion du réseau à l'intérieur et à l'extérieur du village, comme c'était une dimension assez importante dans nos entretiens. Donc, ce que j'ai fait une analyse de profil latent. Bon, rapidement, ça, c'est juste pour vous montrer les indicateurs là, que j'avais utilisés pour identifier que finalement, on avait le modèle à 3 classes était le plus pertinent pour nous. Donc, ce qu'on a comme résultat, c'est qu'on a une typologie avec 3 réseaux. 3 types de réseaux. Donc, j'ai nommé isolé localement, relations contraintes et intégré localement. Tout ça aussi, ça s'inscrit aussi dans toute la littérature qui est développée depuis quelques années là, sur des typologies de réseaux sociaux qui servent justement à identifier les isolés. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que les isolés, c'est eux qu'on voit qui vont bénéficier du moins de soutien au sein du village. Ils vont avoir une proportion de relations sociales réciproques ou des confidents à l'intérieur du village. Ça va être ceux qui vont en avoir le moins. Et aussi, leur proportion de réseaux qui résident dans le village est la plus faible de tout le monde, comparativement notamment à ceux qui sont intégrés localement. Donc, ce qui est intéressant aussi avec cette typologie-là, puis l'analyse de profil latent, c'est vraiment qu'on est capable d'identifier des groupes qui sont le plus homogènes possible entre eux et autant distincts les uns des autres à l'intérieur d'une population qui est elle-même hétérogène. Donc, juste pour conclure, là, finalement, les hypothèses qui ont été développées sur les indicateurs pour développer la typologie, ils ont été issus d'une démarche là, issue du terrain. Donc, ça, c'est intéressant. Très, très humblement, là, c'est un peu... c'est ça ma contribution, je pense, là, dans ce champ-là avec ça, c'est qu'il n'y avait pas nécessairement de mesures d'isolement qui avaient été développées parce que, notamment, on a des enjeux de disponibilité de données, mais aussi de conceptualisation de qu'est-ce que ça représente l'isolement dans ce contexte-là. On parle beaucoup, de plus en plus, on parle de l'isolement en Afrique subsaharienne, mais on va parler beaucoup d'isolement des aînés, alors que l'isolement est plus large que ça, là, et ça demandait aussi une certaine conceptualisation plus développée. On identifie une population vulnérable, donc documenter le phénomène de l'isolement dans une société de solidarité, ce qui n'avait pas nécessairement été fait dans ces termes-là jusqu'à maintenant. Et donc, pour les prochaines étapes, ça va être de continuer en donnant une description socio-démographique de chacun de ces types-là de réseaux. Puis après ça, ultimement, l'objectif, c'est qu'une fois qu'on a réussi à identifier qui sont les isolés, ça va être de voir l'association entre ce groupe-là et différents comportements de santé. Donc, ça va être
à suivre prochainement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Véronique, de cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions pour Véronique? Je suis sûr que oui, là, il y a quelqu'un qui brûle d'envie de poser une question à Véronique. Ben, je vais t'en poser une d'abord. Tu parlais que la précarité financière, si j'ai bien compris, là, tu me corrigeras, j'essaie de prendre des notes en même temps. La précarité financière, ça semble être un facteur assez prépondérant là, pour expliquer l'isolement social dans ton territoire où tu as fait ta recherche. Je sais que tu as dit que les parallèles avec l'Occident étaient peut-être plus difficiles à faire, mais est-ce qu'il y a des différences ou des similitudes au niveau de ça, au niveau de l'isolement social causé par la précarité financière, que tu pourrais faire un parallèle avec, par exemple, dans des sociétés plus développées? Bien, potentiellement que oui, parce qu'effectivement, le principe, en fait, de la réciprocité, là, ça a été documenté aussi dans les pays industrialisés. C'est-à-dire que la réciprocité va agir souvent comme une espèce de facteur d'exclusion. Parce que même, par exemple, ici, recevoir du support, recevoir de l'aide alors qu'on n'est pas capable d'en retourner, souvent, ça va rendre mal à l'aise juste en raison des différentes attentes sociales qu'on a par rapport aux gens qui sont dans notre entourage. Donc, la précarité financière, c'est un des déterminants qu'on a observé ici. Je ne sais pas nécessairement si on le voit seulement, je ne pense pas que ça soit observable essentiellement chez les aînés, mais je pense qu'il y a tout type d'âge. Les gens qui sont dans une certaine précarité financière peuvent justement être plus à risque d'isolement, effectivement. Mais dans le contexte justement de la recherche que je vous ai présentée, ben, c'est vraiment le fait de ne plus être capable de contribuer à ce système-là qui est finalement vraiment le ciment de la société dans laquelle les gens vivent. Puis c'est la proximité que les gens ont ensemble, puis tout le gossip qui peut être développé, qui va atteindre ta réputation, puis celle de ta famille, qui va vraiment être un enjeu important. Merci. Puis, je sais que tu n'as pas encore tes résultats je pense, pour classer les personnes en fonction de la typologie que tu as développée, mais est-ce que tu as déjà des hypothèses sur, par exemple, la séparation par groupe d'âge? Est-ce que tu penses que les personnes âgées vont être plus dans ta typologie de personnes vraiment isolées? Bien, c'est ce que j'aurais pensé initialement, mais avec les analyses préliminaires là, pour le moment, il y a une certaine part que c'est des aînés, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'un des événements du parcours de vie qui va être à la source de l'isolement, ça va être le parcours migratoire. Et en fait, ce qu'il y a beaucoup de plus en plus, que les garçons, les filles vont partir en migration en ville pour travailler, mais que, dans le fond, des fois, ils vont avoir des retours qu'on va dire qui sont contraints. Donc, ils vont être contraints de revenir plus rapidement. Et donc, les attentes là, de support financier ou de tout ça que la famille avait à son endroit ne pouvaient pas être comblées. Donc, il y a beaucoup de gens aussi qui vont être isolés, qui vont être dans des groupes d'âge plus jeunes, juste parce que c'est justement leur isolement et leur parcours migratoire puis leur retour va être contraint. Et donc, c'est ça qui va être à la source de l'isolement. Donc, c'est assez intéressant de voir ça, que ce n'est pas seulement les aînés qui vont se retrouver en situation d'isolement dans ce contexte-là. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions pour Magella et Salomé? Il reste une petite quinzaine de minutes. Oui, Maude, tu voulais dire quelque chose ou une question? Je suis sur mute. Oui, j'avais une question pour Véronique. Merci beaucoup. C'est vraiment intéressant. Je trouve ça, en tout cas, la méthodologie et bravo. Ma question, c'est deux questions, en fait. Parce que là, je comprenais que, puis je m'excuse, ça a bugué un peu pour moi là, à un moment donné, donc je ne sais pas si tu l'as mentionné, mais il y a beaucoup, on parle beaucoup du soutien financier, mais par contre, souvent, on sait qu'il y a d'autres formes de soutien qui peuvent être données en réciprocité, que ce soit plus pratique, garder des enfants, faire la cuisine, ce genre de choses-là. Donc, je me demandais comment c'était tissé dans ces réseaux-là, puis s'il y avait des possibilités pour les gens avec peu de moyens financiers
de se raccrocher au réseau de soutien de cette façon-là, premièrement. Puis, donc, ça, c'était ma première question. Puis, l'autre question, c'est plus au niveau de ce qu'on pourrait appeler le soutien émotionnel, parce que j'ai trouvé ça vraiment intéressant que tu notes que c'est peut-être difficile d'identifier l'isolement parce que les gens sont isolés des réseaux de soutien, mais pas des réseaux donc de sociabilité, si on peut dire comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il y en est du soutien plus émotionnel? Donc, est-ce que c'est quelque chose dont les gens peuvent bénéficier ou ils sont isolés aussi à ce niveau-là? Merci d'abord pour les questions. Par rapport au support non financier, oui, là, je l'ai distingué comme ça, là, surtout dans le PowerPoint par souci de clarification pour les lecteurs, mais dans le soutien non financier, on a aussi beaucoup d'informations sur... en fait, on posait des questions pour savoir qui te supporte. Puis après ça, dans le support, on avait différentes catégories qu'on pouvait te demander quel type de soutien qui était offert. Puis dans le soutien non financier, ce qu'on avait notamment, ce que les gens ont mentionné, c'est qu'il y avait, par exemple, l'aide pour les tâches ménagères ou, par exemple, le support moral en cas de maladie. Donc, tu sais que ton voisin est souffrant ou il y a quelque chose qui se passe dans sa famille ou il y a un décès ou quoi que ce soit, fait que tu vas y aller toi-même juste pour offrir tes condoléances ou pour offrir du support moral. Donc, ça, c'était effectivement quelque chose que les gens ont mentionné qu'ils vont essayer de demeurer visibles, justement, de cette façon-là, de rester dans les réseaux en offrant ce type de support, en se disant que, bon, éventuellement, peut-être qu'ils pourraient bénéficier eux-mêmes de support financier ou d'un autre type de support, malgré leur enjeu financier. Fait que, ouais, ça, c'était définitivement une des stratégies. La première stratégie, c'était d'aller aussi demander de l'aide à l'extérieur pour ne pas en parler aux gens à proximité. Mais la deuxième stratégie, c'était justement de contribuer autrement que financièrement. Fait que oui, ça a été mentionné. Puis pour le soutien émotionnel, je l'ai comme moins abordé dans les entretiens, mais dans le fond, souvent, les gens avec qui j'ai parlé que ça a le plus ressorti, c'était des femmes que justement, eux avaient migré au village parce que, bon, il y a le principe de virilocalité, là. Après le mariage, ils vont résider dans leur belle famille. Et donc, finalement, il y avait beaucoup de, disons, appelons ça beaucoup de résilience. Parce que souvent, ils se retrouvaient dans un nouvel environnement très difficile à intégrer, des relations sociales difficiles avec la belle famille ou avec l'entourage de proximité. Et bon, quand on demandait comment ça se passe ou tout ça, souvent, soit ils allaient solliciter les membres de leur famille à l'extérieur ou ils allaient tout simplement juste avoir cette réflexion de c'est comme ça. Fait que, un peu de dépit ou de résilience, là, je ne sais pas de quelle façon on se positionne, mais c'était quand même assez complexe pour plusieurs personnes d'entre elles, justement, parce que tu dois rester là, mais en étant un peu dans cet état de mal-être, finalement. Merci. Magella? Oui, merci. Ma question serait pour Véronique. Peut-être une petite piste de prospective, mais je sais que tu dois quand même connaître bien la littérature occidentale concernant l'isolement social. J'ai lu quand même plusieurs articles à ce sujet-là, puis il y a aussi, dans un numéro que j'ai dirigé pour la revue Enfance, Famille et Société, oui, et Génération, j'ai un article qui était un peu en lien avec ce que tu as fait. Au niveau, pour atténuer les effets de l'isolement, est-ce que tu constates au niveau de la littérature, on est dans les pays en voie de développement, que c'est plus orienté vers un soutien financier, alors qu'ici, mais il me semble que ça serait plus tourné vers de l'aide qui serait apportée au niveau communautaire et social, de la part de la famille nucléaire et des membres de la communauté aussi, ou des voisins, ou des enfants. Et si oui, est-ce que tu observes qu'il y a comme un lien à faire entre la société occidentale qui est beaucoup plus individualiste et celle des pays en voie de développement qui m'apparaît plus solidaire? Merci pour la question, Magella. Si j'ai bien compris, dans le fond, moi, ce que je constate en lisant la littérature occidentale, ou disons des pays industrialisés sur l'isolement, c'est que finalement, on remet un peu, oui, là, il y a beaucoup d'isolement ici, ça,
je ne vais pas dire le contraire, mais que finalement, les aînés ne sont pas isolés au point qu'on en parle parce que justement, la façon qu'on estime l'isolement fait en sorte qu'on met à côté tout un pan de relations sociales. Donc, effectivement, la famille est probablement beaucoup moins présente dans le soutien fonctionnel, financier ou tout ça, juste à cause de toute l'institutionnalisation des services pour les aînés. Cela étant dit, de plus en plus, ce que moi je lis, c'est que si on s'intéresse davantage aux relations amicales, aux réseaux d'amis, aux réseaux justement communautaires, aux réseaux des réseaux qui sont à l'extérieur de la famille, bien finalement, les gens ne sont pas isolés au point qu'on parle que c'est vraiment... c'est-à-dire que c'est ça, c'est pas tellement que, oui, il y a de l'isolement, mais c'est parce que la façon qu'on le conceptualise, on oublie beaucoup de gens qui sont présents dans leur environnement. Donc, si on impliquait ces gens-là dans notre compréhension du phénomène, probablement qu'on serait plus à même de mieux estimer, disons, entre guillemets, la prévalence de l'isolement. Je ne sais pas si ça répond bien. Merci. Alain? Oui. Ma question est pour Magella. Dans ta présentation, tu as parlé de trois politiques qui pourraient peut-être aider la démographie des régions du Bas-Saint-Laurent, des municipalités vieillissantes du Bas-Saint-Laurent. La première concernait des politiques familiales, la deuxième des politiques migratoires, puis la troisième des politiques publiques ou d'économie régionale. Tu as surtout parlé de cette troisième partie-là, je pense. Mais au niveau démographique, comment est-ce qu'une politique familiale pourrait aider spécifiquement ces régions-là comme Saint-Guy ou je ne sais pas trop, les villages là, extrêmement vieux là, que tu nous as illustrés? Puis, de même, au niveau de la migration, est-ce que tu penses plus à une migration de type interne, à l'intérieur de la région ou à l'intérieur du Québec? Parce que, visiblement, l'immigration internationale, on peut difficilement, je pense, imaginer que ça puisse être une solution pour le vieillissement démographique de ces régions éloignées. Bon, ben moi aussi, je pense que vous le savez, je ne suis pas démographe, hein? Alors je suis convaincu qu'il y a des démographes autour de la table virtuelle qui seraient davantage en mesure de répondre à cette question-là que moi. Il y a au Québec des politiques familiales qui m'apparaissent efficaces, je pense. Est-ce qu'elles sont modulées aux réalités des régions? Je ne suis pas convaincu. Même chose au niveau de la politique de l'immigration. Est-ce qu'il y a une stratégie de régionalisation de l'immigration au Québec? Je ne suis pas tout à fait convaincu. On sait très bien qu'au Canada, les immigrants ont tendance à s'installer dans les principales villes. Et puis, bon, ce que j'ai lu aussi au niveau des travaux des démographes, c'est que l'immigration a un très faible impact sur l'atténuation du vieillissement de la population. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut regarder de façon plus globale et en regardant pas juste la question démographique, parce que, puis je n'ai pas parlé de stimulation de la natalité, là, parce que ce que j'ai lu aussi au niveau de la littérature, c'est pas nécessairement, il y a des problèmes éthiques à ça. Mais je dirais en tout ce qui concerne l'aménagement du territoire et la création d'emplois et comment inciter aussi les décideurs publics à ce que les jeunes restent au sein des régions, paraîtrait important. Et la création de pôles aussi, parce que comme je l'ai dit dans ma présentation, si ce sont toutes les villes, à part Rivière-du-Loup et Rimouski, qui décroissent, donc les villes satellites qui restent autour, comme dans l'arrière-pays, que ce soit Ville-des-Gelées, Notre-Dame-du-Lac, Saint-Pascal, ne réussissent pas à polariser où il n'y a pas assez d'activité économique, mais c'est sûr qu'il ne peut pas y avoir d'effet au niveau de la rétention de la population. Alors, il me semble que je verrais ça plus dans une perspective globale.
OK. Merci. Merci. Il nous reste un petit 5 minutes, donc je vais en profiter pour poser une dernière petite question à Salomé pour conclure la séance d'aujourd'hui. Le vieillissement, en tout cas en Occident, c'est vu dans la façon plutôt aristotélicienne de la chose, donc de façon négative, c'est perçu socialement et personnellement comme quelque chose de plus négatif. Alors que la vision platonicienne de la chose était plutôt positive, comme une baisse des passions, ce qui serait une stabilité de l'être humain, un gain de connaissances et tout ça. Toi, tu t'intéresses aux politiques, à la politique, entre autres. Donc, est-ce que tu aurais une idée de politique publique, en fait, qui pourrait aider à transformer notre société plutôt gérontophobe, un peu, là, vers une société où on a une vision de la vieillesse qui est un peu plus positive? Oui, ben, en fait, le programme MADA dont j'ai parlé, c'est sûr que j'en ai parlé un peu d'une manière négative, mais j'ai travaillé au sein de l'équipe de recherche pour le programme MADA du Québec à Sherbrooke. Et en soi, en fait, c'est vraiment un excellent programme. Le but, en fait, c'est d'améliorer les municipalités, de faire comprendre, en fait, qu'il y a des modifications qui peuvent être faites et qui sont nécessaires autant pour le vieillissement que pour toute autre personne de la population. Je pense par exemple au trottoir, donc les bords bateaux, comme on appelle, le fait de descendre le trottoir. Donc, ça aide les personnes âgées. Et là, je rentre moi-même dans les termes que les aînés ne veulent pas qu'on utilise, là, mais donc, le fait d'abaisser le trottoir leur permet en fait d'éviter la marche, donc c'est plus sécuritaire et autant l'hiver aussi, mais c'est également accessible pour les personnes avec un handicap en fauteuil roulant ou encore les jeunes mamans avec une poussette. En tant que tel, pour le moment, il n'existe pas vraiment de programme de politique publique ou de programme de santé publique non plus lié au vieillissement positif, je dirais. Le problème, moi, que je vois surtout dans la littérature, en fait, c'est que le vieillissement actif est vraiment mis en avant. Donc, c'est le vieillissement actif. Auparavant, c'était le vieillissement productif. Donc, ça change de terme pour finalement toujours revenir à la même chose, qu'il faut limiter les problèmes de santé pour limiter les coûts liés à la santé publique, liés en fait au vieillissement. Et je pense que, comme vous l'avez dit, en fait, c'est simplement une vision de la société qui est comme ça. Hein. Je ne sais pas si Véronique l'a remarqué, elle, de son côté, avec ses entretiens, mais je me souviens plus du nom de l'auteur, je m'excuse, mais par exemple, en Afrique, il y a vraiment une représentation, mais positive, en fait, de l'aîné. C'est la sagesse, c'est la personne qui est là pour donner l'expérience, qui va travailler, en fait, avec le groupe pour expliquer comment faire. Alors qu'ici, en fait, c'est vraiment le côté individualiste, en fait, et on produit pour la société, donc on est actif, on est là, on permet à l'économie, ce qui n'est plus le cas, en fait, lorsqu'on est retraité. Donc, c'est beaucoup plus, en fait, un changement de vision des choses, d'apporter et de valoriser en fait l'engagement communautaire plus que par le simple souper des bénévoles qui se fait une fois par année. Et en fait, il y a seulement les bénévoles de l'organisme qui sont au courant, ou la petite médaille en fait que la ville va donner parce que ça fait 30 ans qu'on est bénévole pour le même organisme. Mais c'est vraiment de valoriser ça davantage et peut-être de faire comprendre en fait que le vieillissement de la population apporte des bénéfices également qu'on risque de perdre en fait plus tard aussi parce que eux-mêmes le mentionnent, ils ont le temps pour donner des heures de bénévolat, mais ils se rappellent également que lorsqu'ils devaient s'occuper de la famille, lorsqu'ils travaillaient, ils n'avaient pas ce temps-là. Donc, ils le savent que aujourd'hui, les adultes d'aujourd'hui n'ont pas forcément le même temps qu'eux pour pouvoir aider autant les organismes et les associations. Mais c'est vraiment juste un regard de la société, en fait. Merci beaucoup. Donc, ça clôt la présentation, la première présentation. Donc, merci beaucoup à tous nos participants, ceux qui se sont présentés, ceux qui ont présenté. Je vous invite à poursuivre demain matin à 11h, si je ne me trompe pas, avec Nadine qui va être en charge de la session sur la mortalité et la santé au Québec et dans le monde. Donc, merci. Je vous souhaite une bonne journée. On se voit demain. Merci. À demain. Merci.